Elle pourrait s'appeler Patricia. Patsy. Elle serait née en Belgique. Elle aurait 17 ans en 1968. Elle pourrait vouloir changer le monde. Vivre autrement. Déjà, mes parents ont montré un peu le chemin. Une jeune bourgeoise avec un ouvrier, un immigré en plus, un rital. Tu vois le bazar? Je crois que c'est ça qui m'a chatouillé un peu, qui m'a donné envie de vivre autrement. Mes parents ont compris, ils n'ont rien dit quand j'ai quitté le lycée. Hop, ma mob. Ciao Bruxelles, ciao la Belgique, direction Amsterdam. T'as déjà entendu parler du mouvement Provo? Maintenant que j'ai des provos dans la voiture, je voudrais bien savoir, expliquez-moi, qu'est-ce que ça voulait être alors, dans le temps? Bien, on voulait terminer la dictature du vieux. Pardon? De ma dictature alors? Deux belles années. La solidarité en pagaille, l'amour libre, en veux-tu, en voilà. Des actions des fois drôles, des fois un peu tendues. Et beaucoup d'envie d'évasion. T'as déjà essayé? Celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions. LSD. Casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. Oh, attends. Ah, c'est là. Il y a ça aussi. Ça dit bien ce qu'on pensait. Que je pense toujours. Ah bah, les poulets. Quand je suis rentrée à Bruxelles, je me suis trouvé une place de figurante dans un théâtre. Tu vois, je crois que le théâtre peut changer le monde. Et puis avec ma paye, j'ai pu me prendre un petit studio. Tout petit, mais hyper bien mis. Mes parents ont flippé un brin. Et puis, ils se sont dit que, vu que je l'étais déjà, émancipée, je veux dire, eh bien, il fallait que je le sois vraiment, au niveau juridique. Et là, il y a eu malaise. Le juge, il n'a pas pensé comme eux. Loi du 8 avril 1965, relative à la protection de la jeunesse. Article 2. Le comité de protection de la jeunesse est chargé d'intervenir lorsque la santé, sécurité ou moralité d'un mineur est mise en danger, soit en raison du milieu où il est élevé, soit par les activités auxquelles il se livre, ou lorsque les conditions de son éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde. Comment tu veux qu'un juge, ça pense correctement, alors que ça passe son temps à juger les autres? Ordonnance de juillet 1968. Mise en observation de la jeune Patricia, à l'établissement d'observation d'état de Saint-Servais. Expertise médicale et psychologique. Hé, regarde ce que m'a écrit une copine. Quelle bête planète que les prisons, qui croient sauver les jeunes en les mettant en boîte. Pour le vieux con qui lira cette lettre avant toi. Il y a un problème qui est un problème de contagion à l'heure actuelle, c'est celui de la drogue qui a été introduite chez nous par les hippies et les beatniks et qui semble avoir fait des ravages assez importants. Il y en a marre, hein. Ouais, il y en a marre. Ouais, tu comprends ça? Il y en a marre, je sais pas toi, mais... Moi, faut absolument que je sois partie d'ici avant jeudi soir. Rapport d'observation. Patsy ne peut vivre dans un groupe sans démolir son unité et sa cohésion. Tous les thèmes, beatnik, liberté, indépendance, laisser-aller général sont diffusés et exercent une influence désastreuse sur celui-ci. Traitement médical prescrit. Un largactyle et un luminal le soir. Je m'appelle Patricia, mais on dit Patsy. J'ai 17 ans. Je suis née pour être libre. Patsy est une jeune fille vraiment formidable parce qu'elle a le goût de la liberté, elle a le goût de l'émancipation, elle est vraiment extrêmement déterminée pour vivre une vie libre.
C'est une voyageuse, c'est ce qui est très fort aussi dans son parcours, c'est qu'elle décide de quitter Bruxelles pour se rendre à Amsterdam, parce qu'à Amsterdam il y a le mouvement des provos, c'est-à-dire un mouvement à la fois de rébellion et d'engagement politique extrêmement fort, qui pose des questions déjà finalement qui anticipent sur des réalités qui seront postérieures, notamment sur la question de l'écologie. Les provos sont très sensibles à la dimension environnementale de leur engagement. Et Patsy vit pleinement cette politisation, mais qui est aussi, enfin, elle le vit de manière très existentielle. Voilà, il y a une cohérence d'existence que j'aime particulièrement chez elle. Alors le personnage de Patsy, qui est d'ailleurs pas tout à fait un personnage, puisque vraiment elle ressemble très fort à une des jeunes filles que j'ai pu trouver dans les archives d'institutions en Belgique, vient toucher cette corde assez sensible du passage de la réaction parfois émotionnelle qui peut être celle des jeunes filles face à une situation d'injustice à quelque chose de plus politique. Les jeunes tout particulièrement, mais pas seulement, et une partie en tout cas de cette jeunesse se met à s'interroger sur ce qui apparaissait jusqu'à présent comme évident, se met à se poser des questions sur l'ordre social, l'ordre politique, l'ordre moral. Ces jeunes le font en particulier dans une dimension qui est très internationale, qu'on pourrait même dire internationaliste. Après San Francisco et Londres, Amsterdam a été le théâtre d'une grande démonstration organisée par les hippies néerlandais. En dépit des apparences, les hippies n'ont rien à voir avec une certaine faune désœuvrée qui hantait un moment les berges de la Seine. Au nihilisme et à la passivité des beatniks, ils opposent la foi et le dynamisme. Foi en l'homme et en sa bonté originelle et foncière, dynamisme dans la façon de proclamer la nécessité d'aimer son prochain. Un programme banal en somme, s'il ne s'y ajoutait de coutumes discutables. Les hippies sont partisans d'une totale liberté sexuelle et de l'usage de produits hallucinogènes. Les jeunes filles et les jeunes femmes ont une place tout à fait importante dans cette mobilisation de mai-juin 1968, même si on leur donne assez peu la parole et elles sont restées relativement invisibilisées. Et c'est tout à fait regrettable parce que ça ne rend pas du tout justice de la place qu'elles ont occupée. On a souvent postulé le fait que les filles des classes populaires étaient déconnectées en quelque sorte de mai 68. En réalité, ce n'est pas vrai. D'une certaine manière, elles étaient concernées depuis très longtemps par ces questions liées au corps, que le moment 68 met au cœur de ses revendications, et elles vont se saisir de cette brèche révolutionnaire que représente mai 68 pour pouvoir venir converger en quelque sorte dans les revendications, au sein des revendications féministes de ces années-là. Je pense que 68 ouvre à une autre partie de l'histoire et on est vraiment face à une révolution anthropologique à cet égard parce que après 68, dans le sillage de l'événement et en même temps en opposition à ce qui s'est produit, c'est-à-dire avec encore une fois cette manière de ne pas entendre la parole des femmes, eh bien celles-ci l'ont prise, cette parole. Elles se sont organisées comme telles, comme femmes, dans des groupes femmes, évidemment avec les mouvements féministes. Il y a ça aussi. Ça dit bien ce qu'on pensait. Ce que je pense toujours. Ce qui est très impressionnant dans la trajectoire de Patsy, c'est qu'elle a cette cohérence d'existence jusqu'au bout, c'est-à-dire lorsqu'elle est placée précisément en institution, elle ne peut pas l'accepter et donc la révolte qui est en elle, qu'elle porte en elle depuis des années et qu'elle a encore nourrie grâce à cette expérience qu'elle a faite à Amsterdam dans le milieu des provos, eh bien cette expérience, elle en fait porter les fruits en quelque sorte dans la rébellion qui se dessine pour elle dans l'institution, c'est-à-dire qu'elle se révolte. Il existe une généalogie des révoltes juvéniles dans les institutions, et en particulier dans les institutions pour filles. On les voit fleurir, je dirais, à la fin des années 30, au début des années 40. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les premières grandes révoltes en institution pour les filles sont des révoltes collectives. Et puis progressivement, dans les années d'après-guerre, ces révoltes deviennent plus individuelles. Ce sont des actes d'insoumission, des actes de résistance, des actes de subversion qui correspondent peut-être à la façon dont les institutions traitent de manière plus psychique, je dirais, les problèmes des jeunes. La solution qui est trouvée à ces insurrections dans les institutions pour filles, c'est très paradoxal, c'est d'utiliser à partir de la fin des années 50 les neuroleptiques comme nouvelle forme de traitement un peu magique, hein, comme ça, des comportements erratiques, des comportements violents en particulier, des actes d'insoumission.
Donc les neuroleptiques, c'est un peu la dernière entre guillemets, invention qui a vraiment basculé, ou qu'on dit avoir basculé la psychiatrie. Donc c'est un médicament qui est défini comme ayant des actions ou des effets sur des psychotiques dans les années 50, au début des années 50, où on est en train d'essayer plein de molécules. Donc c'est un médicament qui est très sédatif, donc qui vous ralentit beaucoup, qui a beaucoup d'effets secondaires, donc prise de poids, vous commencez aussi à trembler, donc des effets de sorte de Parkinson. Moi, puisque je travaille sur l'institution psychiatrique, je sais que dans l'institution psychiatrique, le médicament, comme la psychochirurgie, a servi, ou comme le choc, a plusieurs fonctions. Il a une fonction thérapeutique affirmée, et il a aussi une fonction de gestion des troubles dans l'institution. Plus on fait de troubles dans l'institution, plus on va être mis à l'écart dans les pavillons spécialisés, plus on va être l'objet de la psychochirurgie, ça c'est une évidence. Et donc les neuroleptiques, lorsqu'ils arrivent, pas au début parce que c'est un petit peu tâtonnant, etc. Mais après, l'injection qui permet de tasser, ce qu'on appelle tasser l'individu pour le calmer, ça c'est quelque chose qui existe encore évidemment aujourd'hui. Mais moi, en tant qu'historien de la psychiatrie, pour moi c'était un médicament clairement psychiatrique. Et donc en lisant là les dossiers, notamment celui de Patsy, ce qui est étonnant, ou on pourrait dire hallucinant, c'est que ces médicaments sont utilisés pour des filles, des femmes, qui ne sont pas du tout psychotiques, qui n'ont justement n'entendent pas de voix, qui n'ont pas des hallucinations, mais que là, le médicament est entièrement, uniquement utilisé pour les calmer. Donc c'est un simple sédatif et il n'y a aucune valeur thérapeutique. Et c'est le cas notamment de cette institution dans laquelle est placée Patsy, Saint-Servais, en Belgique, qui vont réouvrir des sections spéciales, c'est leur nom, pour ces jeunes filles qui ont un comportement problématique et qui vont faire l'objet d'un traitement de neuroleptiques et d'antidépresseurs assez massif, et ce dès la fin des années 50, sans qu'il soit d'ailleurs question de ce type de traitement dans les institutions pour garçons à la même époque, ou très peu. Donc là, c'est tout à fait symptomatique de la façon dont on problématise et dans la façon dont on tente de répondre à la rébellion féminine dans les institutions. Dans ces années 50 et 60, on a paradoxalement un retour d'un ordre disciplinaire avec ce traitement médicamenteux des comportements violents. Traitement médical prescrit. Un Largactil et un Luminal le soir. Je m'appelle Patricia, mais on dit Patsy. J'ai 17 ans. Je suis née pour être libre.